J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je me propose de l'être. Et je te passe la parole pour faire l'appel. Madame Benoît. Présent. Madame Cardon. Présente. Madame Daniel donne pouvoir à Monsieur Blondel. Madame Diane donne pouvoir à Madame Benoît. Madame Elouni. Présente. Madame Hersan. Non. Madame Isartel. Présente. Madame Joran donne pouvoir à Monsieur Collin. Madame Lequette. Présente. Madame Monod donne pouvoir à Madame Plantin. Madame Pain. Présent. Madame Papy donne pouvoir à Monsieur Saintier. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Plantin. Présente. Madame Roussel. Présente. Monsieur Adeline. Oui. Monsieur Bidjoka. Absent. Monsieur Blanquet. Présent. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Collard. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Dodler. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Hiblot donne pouvoir à Monsieur Jarry. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Bougot. Présent. Monsieur Legendre donne pouvoir à Monsieur Grillat. Moi-même. Monsieur Leveigneur donne pouvoir à Madame Lequette. Monsieur Saintier. Présent. Et Monsieur Torel me donne pouvoir. Le quorum est atteint. En affaires générales, première délibération, approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 21 mars 2026. Y a-t-il des questions, des observations? Donc, pas de questions, pas d'observations. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Monod et Monsieur Leveigneur. Oui, mais vos pouvoirs. Et 6, pardon, les pouvoirs. Voilà. Alors, t'as contre? 6 contre. Oui, 6 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Moi, je veux juste, si c'est possible, de rajouter quelque chose du coup par rapport à ce PV. Le vote contre, c'est parce que à la lecture, nous sommes aperçus que toutes les interventions de Madame Monod ne sont pas relatées. Et aussi pour faire un petit rappel concernant le PV de la séance du dernier mandat, selon le service du contrôle de la légalité, il est bien noté que le PV de la dernière séance d'une mandature du conseil municipal doit être arrêté par le nouveau conseil municipal issu des élections au commencement de sa séance d'installation. Oui. Sauf que comme il n'était pas prêt, on n'a pas pu le voter au Je conseil fais municipal. juste Voilà. un petit rappel. On vous l'a dit l'autre fois, on n'a pas pu le voter parce que c'était pas possible. Point numéro 2, création d'un comité social territorial commun pour la commune et le CCAS du Val d'Azé. Donc la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique et le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifie les instances du dialogue social et plus particulièrement le comité technique et le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, appelés à fusionner pour devenir une instance unique dénommée comité social territorial. Les communes et leurs établissements publics peuvent créer des comités sociaux territoriaux communs sur la base de délibérations concordantes. C'est l'objet de la présente délibération qui a également été soumise le 7 avril 2026 au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale du Val d'Azé. Les effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et privé ayant qualité d'électeurs au 1er janvier 2026. Donc pour la commune du Val d'Azé, 104 agents. Pour le CCAS du Val d'Azé, 3 agents. Permettent la création d'un comité social territorial commun. Dans le cadre des élections professionnelles prévues en décembre 2026, il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun compétent pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale du Val d'Azé. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc pas de questions, pas d'observations. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci. La délibération numéro 3,
c'est les subventions aux associations pour l'année 2026. Donc, comme chaque année, lors du vote du budget, il convient d'attribuer pour l'exercice 2026 une subvention aux associations locales. Il est proposé de poursuivre le soutien financier de la commune au tissu associatif local afin de maintenir son dynamisme. En effet, dans le cadre de leurs activités, différentes associations locales ont sollicité une aide financière auprès de la commune. À l'appui de leur demande, chaque association a adressé un dossier en mairie qui comporte des informations sur l'association, ses ressources financières propres et leurs projets pour l'année 2026. Au regard de la situation financière de la commune exposée dans le rapport d'orientation budgétaire, qui oblige la commune à réduire ses dépenses de fonctionnement, l'enveloppe globale des subventions attribuées aux associations reste quasi identique à celle de 2025. Certaines associations ayant des ressources financières importantes, stockées sur des comptes bancaires, voient cette année encore leurs subventions réduites pour cette année 2026. Aussi, il est proposé l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2026, comme l'indique le tableau ci-dessous. Donc je ne vais pas vous faire lecture de toutes les associations et des montants. Le montant total versé aux associations est de 151 620 €. Hein. Et juste un petit rappel, la commune et l'association locale ont signé une convention d'objectifs pour les années 2024-2027. Et l'association locale, c'est une association qui a la plus grosse subvention pour un montant de 90 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Moi j'en ai eu, j'étais quand même assez étonné de voir la CGT dans la liste des associations. Je suis ancien délégué syndical, j'ai jamais eu d'aide de la part des mairies et ça me surprend de voir ça apparaître de la part des mairies. Alors, Surtout quand on parle normalement au niveau d'une mairie d'une certaine neutralité par rapport aux positions des syndicats. mais il y a une raison à cela. En fait, ça fait partie d'un accord qu'on a avec le syndicat CGT, c'était le syndicat qui porte les élus du personnel qui sont représentants au CST. Et il y avait un accord avec le syndicat qui portait ça et qui disait on n'a pas besoin de salle, par contre vous nous donnez une subvention pour faire les photocopies, pour couvrir les dépenses qu'on a sur l'année pour pouvoir fournir les documents aux représentants du personnel. Voilà sur quel principe cette subvention allait verser. C'était un accord qu'on avait avec les élus du personnel qui sont élus du personnel jusqu'au mois de décembre. On verra comment ça va se passer avec les futurs élus suite aux élections qui auront au mois de décembre. Peut-être que l'année prochaine, ça ne se passera pas de la même façon, mais c'était l'accord qu'on avait avec les élus du personnel actuel. Voilà. C'est juste que je trouve ça assez surprenant. Moi, j'ai jamais eu d'aide de quoi que ce soit en tant que délégué syndical. Nous, l'argent qu'on avait, c'est l'argent qu'on avait de la part de notre syndicat et on fonctionnait avec ça. Bah là, en l'occurrence, nous, les élus du personnel de la commune, on leur dédommageait des frais qu'ils pouvaient avoir de photocopie, de timbrage, de ceci et de cela. Voilà à quoi servait cette subvention. D'accord. Vas-y. Je réponds à votre question également. Je suis administrateur du centre de gestion 27 de l'Eure. Et au centre de gestion 27, l'ensemble des syndicats, en fonction de leurs résultats, bénéficient d'une subvention pour la même situation. Là, je comprends. Pas de locaux, donc on leur attribue une subvention. Si vous voulez, pour moi, c'est la notion de neutralité en tant que mairie. Et d'un autre côté, c'est également l'égalité entre chacun des syndicats. Donc, je ne sais pas quelle est la représentation au niveau du Val d'Azé. C'est la raison de ma question. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Voilà, ça s'explique aussi. Voilà, c'était pour compléter l'information. Centre de gestion, c'est tous les syndicats, en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Et ici, c'est pareil. C'est les syndicats, mais il n'y en a qu'un. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Je dois sortir, parce que je ne peux pas prendre part au vote. Non, mais attendez. Alors, j'ai oublié, mais il y a plusieurs personnes qui ne prennent pas part au vote. Il y a un certain nombre. Il y a Madame Plantin, donc vous ne prenez pas part au vote. Il y a Madame Roussel. Donc Monsieur Claude Torel, il n'est pas là. Monsieur Jarry et Madame Pinson. Bonsoir. Ouais. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Vous pouvez les rappeler pour qu'ils reviennent.
Donc pour les affaires financières et les provisions pour risque, je passe la parole à Monsieur Jarry pour un certain nombre de délibérations. Merci, Monsieur le maire. Alors, donc, la première délibération, c'est le point 4, c'est la provision pour risque. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de la délibération complète. Il faut savoir que la DGFiP nous propose cette année d'inscrire à notre budget donc la somme de 833 € pour une provision pour risque. Alors, c'est une provision qui est destinée par leur service, qui représente a priori 25% du total des créances à risque que notre collectivité porte. Alors, les créances à risque, ce sont des créances. Enfin, vous savez que on a voté lors des derniers conseils municipaux le droit pour la DGFiP de poursuivre en recouvrement de créances. Voilà. Et a priori, donc, ils ont noté qu'il y avait certaines créances qui étaient compromises. Et donc, ils nous demandent de passer une provision pour risque. C'est une obligation aussi dans le cadre de la nomenclature M57. Voilà. Donc les 833 € représentent 25% de la créance, du total des créances à risque portées par notre commune. De vous à moi, je pense que ce montant est largement sous-évalué. Donc on risque d'avoir un rattrapage assez significatif sur les prochains exercices. Après voilà, c'est la DGFiP. Hein. Il faut attendre, on n'a pas le choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, pas d'observations. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Je regarde la main, monsieur le maire. Ah oui, oui. Le point 5, donc c'est le vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2026. Donc comme chaque année, il revient au conseil municipal de fixer les taux des taxes communales. Pour rappel, depuis 2023, le taux de taxe d'habitation, le TH, sur les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent à nouveau être votés et modulés par les collectivités territoriales. Donc, comme cela est exposé le 10 mars dernier, lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, il est proposé une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale de la commune. Ainsi, donc, le maintien des taux proposés pour 2026, une augmentation du montant de l'impôt sera, pour les administrés, sera consécutive à une revalorisation de base de calcul de la fiscalité locale de 0,9% décidé par l'État. Il faut savoir qu'en 2025, ce taux de revalorisation des bases était de 1,70%. Donc même si nous, collectivités, on ne change pas le taux, les administrés vont voir leur imposition augmenter légèrement du fait de l'augmentation des bases, tout simplement. Donc les taux que je vous demande que je vous propose de voter, donc pour le foncier bâti, 42,46%, pour le foncier non bâti, 47,03%, et pour la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, 10,78%. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, on passe donc à l'approbation du compte de gestion 2025 du budget annexe local commercial. Alors, vous avez reçu avec l'ordre du jour toutes les maquettes ainsi que les comptes de gestion des différents budgets. Donc, le compte de gestion du local commercial est strictement identique au compte administratif pour l'exercice 2025. Alors, le compte de gestion, lui, est tenu par l'ordonnateur, c'est-à-dire le DGFiP, et le compte administratif est tenu par l'ordonnateur, la collectivité. Ces deux comptes doivent être exactement identiques. Ils le sont. Donc pour le local commercial, pour la section de fonctionnement, en dépenses 22 058,49 et en recettes 24 100 €. Et pour la section d'investissement, en dépenses
2144,82 et en recette 5309,60. Donc vous avez le compte de gestion annexé à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on pourrait connaître ce que inclut l'intitulé local commercial exactement? Alors le budget du local commercial permet à la collectivité de gérer le local de la boucherie ainsi que le snack park. Ce sont des budgets qui sont soumis à TVA. Et donc on a obligation forcément de les passer sur un budget annexe. À savoir que notre budget principal, lui, n'est pas soumis à TVA. D'autres questions? Pas d'observation non plus. Donc je soumets au vote. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Philippe, c'est pour toi. Donc pour le budget annexe local commercial, désignation du président pour le vote du compte administratif 2025. Donc le compte administratif retrace la comptabilité de l'ordonnateur et doit être approuvé par le conseil municipal. La séance, afin d'assurer l'impartialité des débats et l'indépendance des votes, est alors présidée par un président de séance dont le rôle se limite à présider la partie de la séance où le compte administratif est débattu. Donc pour cela, je vous propose de nommer M. Thierry Jarry comme président de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 8, budget annexe local commercial, vote du compte administratif 2025, et je repasse la parole à M. Jarry. Alors, le compte administratif, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retrace les opérations financières en dépenses et en recettes effectivement réalisées par l'ordonnateur au cours de l'exercice écoulé, avec indication des dépenses et des restes à réaliser pour la section d'investissement. Les restes à réaliser sont des dépenses d'investissement engagées sur l'exercice écoulé 2025 et non mandatées sur cet exercice. Les crédits sont donc reportés sur l'exercice de manière suivante, de manière à en assurer le paiement. Donc le compte administratif 2025, donc vous avez la synthèse qui est un peu plus bas dans la délibération. Donc les dépenses pour la section de fonctionnement, les dépenses, donc 22 058,49 et les recettes 24 100 €. En section d'investissement, les dépenses pour 2144,82 et des recettes pour 5 309,60. Les reports de l'exercice 2024, donc pour la section de fonctionnement en recettes 15 673,58 et pour la section d'investissement, toujours en recettes 31 041,04. Il y a des restes à réaliser en dépenses pour la section d'investissement à hauteur de 33 109,59 €. En résultat cumulé, donc nous avons pour les dépenses en section de fonctionnement 22 058,49, la section d'investissement 35 254,41, soit un total de 57 312,90. En recette, 39 700, section de fonctionnement, pardon, 39 773,58. En investissement, 36 350,64, soit un total de 76 124,22. Voilà pour le compte administratif du local commercial. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. On va pouvoir appeler monsieur le maire. Après le vote du compte administratif, donc il a lieu d'affecter le résultat de clôture de l'exercice 2025. Donc la comptabilité publique impose au conseil municipal d'affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l'exercice N-1. Après l'approbation du compte administratif 2025, il a lieu de procéder à l'affectation définitive des résultats conformes aux résultats des comptes de gestion du trésorier. Alors,
On constate donc un résultat d'exercice de 2041,51. Des résultats antérieurs reportés à hauteur de 15 673,58, soit un résultat A affecté de 17 715,09. En ce qui concerne l'investissement, nous avons un excédent d'investissement de 34 205,82, des restes à réaliser en besoin de financement de 33 109,59, soit un excédent de financement de 1096,23 €. Donc je vous propose d'affecter au compte 002, excédent de fonctionnement reporté, 17 715,09, et au compte 001, excédent d'investissement reporté, la somme de 34 205,82. Avez-vous des questions par rapport à cette affectation de résultats? Pas de questions. Alors juste une précision, pourquoi est-ce qu'on a des restes à réaliser à hauteur de 33 109,59 €? C'est tout simplement parce que le marché du snack park n'est toujours pas clôturé. Il y a toujours une entreprise qui ne nous a pas envoyé sa facture. Donc ça fait partie des restes à réaliser. Quand elle voudra bien nous l'envoyer, nous la paierons. Voilà. On n'a pas d'autre solution que d'attendre. Y a-t-il des questions? Des observations? Non plus. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Oui, bien sûr. Il y a un parapheur qui va partir. Donc vous allez signer le compte administratif du local commercial. Pour les gens qui ont un pouvoir, vous pensez à signer 2 fois. Dans votre case et dans la case pour la personne pour laquelle vous avez le pouvoir. Merci. On peut y aller. D'accord. Donc je continue avec le point 10, qui est l'approbation du compte de gestion 2025 du budget principal. Donc comme tout à l'heure, le compte de gestion est tenu par la DGFiP, par le trésorier, et nous tenons le compte administratif en tant qu'ordonnateur. Ces deux comptes doivent être strictement identiques, ils le sont. Les montants, donc la section de fonctionnement en dépenses, donc 6 872 452,48. Les recettes de fonctionnement, 7 208 243,55. Pour la section d'investissement, en dépenses, 1 715 333,56. Et en recettes, 2 969 265,92. Comme tout à l'heure, le compte de gestion est en annexe de la convocation et de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Je vais laisser les gens signer peut-être. Je peux poursuivre? Oui. Donc y a-t-il des questions par rapport à ce compte de gestion 2025 du budget principal? Pas de questions, pas d'observation. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Ah, pardon. 1, 2, 3, 4. Plus ces pouvoirs. 6. Donc je reprends la main pour la délibération numéro 11, budget principal, désignation du président de séance pour le vote du compte administratif. C'est la même délibération que tout à l'heure. Je vous propose de renommer Thierry Jarry comme président de séance pour la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Merci. Donc je reprends la main pour le vote du compte administratif 2025 pour le budget principal. Donc je ne vais pas vous faire la lecture de la délib, vous l'avez déjà. En chiffres,
donc la réalisation de l'exercice 2025. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans le compte de gestion, la section de fonctionnement en dépenses pour 6 872 452,48 et en recettes pour 7 208 243,55. La section d'investissement pour 1 715 333,56 en dépenses et en recettes 2 969 265,92. Les reports de l'exercice 2024 pour la section de fonctionnement en recettes 2 204 469,16 et en section d'investissement en dépenses 211 319,74. Nous avons des restes à réaliser sur la section d'investissement, donc en dépenses pour 1 279 085,61 et en recettes pour 339 713 euros. Le résultat cumulé, donc pour les dépenses en section de fonctionnement, 6 872 452,48. Pour la section d'investissement, toujours en dépenses, 3 205 738,91, soit un cumul de dépenses de 10 078 191,39. En recettes, la section de fonctionnement pour 9 412 712,71, la section d'investissement pour 3 308 978,92 et en recettes 12 721 691,63. Donc voilà pour le compte administratif 2025 du budget principal. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est ce qui a été enregistré au cours de l'année précédente. Donc pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 6. Merci beaucoup. Alors, comme tout à l'heure, donc il y a lieu. Excusez-moi, je peux. Donc, comme tout à l'heure, mais là pour le budget principal, il y a lieu donc d'affecter le résultat de clôture de l'exercice 2025. Comme on l'a vu précédemment, donc, on constate un résultat de l'exercice de 335 791,07, des résultats antérieurs reportés pour 2 204 469,16, soit un résultat affecté de 2 540 260,23. Pour la section d'investissement, un excédent d'investissement de 1 042 612,62, un besoin de financement pour les restes réalisés de 939 372,61, soit un excédent d'investissement de 103 240,01. Et comme tout à l'heure, donc à partir du moment où on a les deux sections qui sont bénéficiaires, je vous propose donc d'affecter au compte 002 2 540 260,23, soit le résultat total, et de maintenir donc au compte excédent d'investissement reporté, au compte 001, 1 42 612,62. Avez-vous des questions par rapport à cette affectation de résultats? Pas de questions, pas d'observations. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 6 abstentions. Je vous remercie. Le point 14, qui concerne donc le vote du budget primitif 2026. Donc là, je vous ai préparé une petite présentation qui va passer à l'écran maintenant. Ce sera plus
convivial que de voir les chiffres sur les délibérations. Ça reprend exactement les mêmes chiffres, il n'y a pas de secret en la matière. Donc voilà comment nous prévoyons ce budget 2026. Pour précision, donc, on vote un budget, c'est-à-dire qu'on vote des enveloppes pour permettre à la collectivité de fonctionner, tant en fonctionnement qu'en investissement, en sachant que chaque section doit être équilibrée entre les recettes et les dépenses. Donc finalement, le budget total, lui, doit aussi être équilibré. Et oui, on est une collectivité, on ne s'appelle pas l'État, nous on a cette obligation-là. Alors donc, pour résumer donc, le budget 2026, donc, en fonctionnement, nous avons donc en dépenses 9 614 508,41, en recettes 7 74 248,18, l'excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 2 540 260,23. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à 9 614 508,41. L'investissement 2026 en dépenses, donc 3 570 405 euros. En recettes, 3 467 164,99. Nous avons des restes réalisés en dépenses pour 1 079 085,61 et des restes réalisés en recettes pour 339 713 euros. Et un excédent d'investissement 2025 de 1 042 612,62. La section d'investissement donc s'équilibre à un total de 4 849 490,61. Et le budget donc équilibré à 14 463 999,02. Donc ça c'est pour la synthèse. Donc maintenant, les recettes réelles de fonctionnement, donc légèrement différentes de celles que vous avez pu avoir dans le ROB. Pourquoi? Parce que l'État 1259 nous a réservé une petite surprise avec l'attribution de compensation sur le foncier bâti entreprise, avec une diminution de cette dotation de 300 000 euros, comme ça, décidé par l'État, dans le cadre de sa loi de finances. Donc forcément, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il a fallu qu'on intègre cette baisse en fait, de recettes, il a fallu qu'on intègre dans nos dépenses, à partir du moment où on doit présenter un budget équilibré. Alors donc, vous avez à l'écran donc les différents CA, donc le CA 2023, 2024, 2025, pour vous permettre d'avoir une idée de l'évolution. Et donc pour 2026, donc faites bien attention, il s'agit d'enveloppe, il ne s'agit pas de réaliser. Donc sur la partie bleue, donc c'est la vente de produits et prestations autres, donc c'est tout ce qui est recettes des différents services proposés par la collectivité. Donc c'est des recettes de cantine, de garderie, la billetterie de l'espace culturel, les locations de salles, enfin, tout ce qui est recettes comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation assez significative entre 2025 et 2026? Vous savez qu'on a fait des travaux importants dans l'espace culturel. Donc c'était dans le but de pouvoir la louer, cette salle, un maximum. Et donc les prévisions font que on a effectivement beaucoup de locations en prévision. Et forcément, donc, on a des recettes prévues à la hausse. Ensuite, donc, on a les impôts et taxes. Donc, vous voyez avec une légère augmentation, due notamment à la hausse des bases, ni plus ni moins. Ensuite, nous avons les dotations de participation. Donc là, vous voyez qu'on a, c'est ici qu'on enregistre la baisse, parce qu'on était à 2 037 000 sur l'exercice 2025. Et là, donc on passe à 1 726 000, donc moins 300 000 euros. C'est ici qu'on le voit. Et donc, nous avons donc les atténuations de charges et différents produits exceptionnels, donc pour 175 000 euros. Donc, vous voyez quand même un budget qui, globalement, se passe du fait de la diminution de nos recettes.
en ce qui concerne maintenant les dépenses réelles de fonctionnement, donc là c'est pareil, on est toujours sur des enveloppes. Donc la partie donc, bleue, donc, on prévoit une enveloppe de 1 904 000 € par rapport à un réalisé 2025 de 1 708 000 €. Pourquoi 200 000 € de plus? L'inflation, pour tous nos produits, tout ce qu'on achète en prestation, mais aussi en matière. Là-dedans, donc, il y a l'eau, le gaz et l'électricité. Vous avez vu le prix du gaz. Donc voilà, il faut prévoir cette hausse potentielle. Et puis nous avons aussi là-dedans tout ce qui est l'achat des repas de cantine, par exemple. On est passé avec la loi Egalim, avec notre fournisseur. C'est un coût global quand même de 30 000 € pour la collectivité. On est passé en loi Egalim. Il faut savoir qu'on ne reporte pas cette hausse sur le prix de la cantine. La collectivité prend en charge en totalité cette hausse. Et pour répondre aux besoins légaux, je dirais. Donc voilà, dans ce chapitre-là, donc on y met tout ce qui fait le fonctionnement de la commune. Ensuite, il y a donc la masse salariale, les charges de personnel et frais assimilés. Donc là aussi, une hausse assez significative, donc c'est toujours pareil, c'est une enveloppe, même si on la calcule au plus juste. Il faut savoir que c'est dans cette partie-là aussi que l'on a enregistré la cotisation supplémentaire sur la CNRACL et que l'État nous a gentiment demandé de cotiser un peu plus, à raison de 58 000 € par an sur la collectivité quand même, tout ça sur 4 ans. Donc ça impacte forcément la masse salariale, parce que c'est charges comprises. Et puis donc, il y a tout le glissement, l'augmentation du SMIC aussi qui risque d'impacter nos agents. Ensuite, sur les autres charges de gestion courante, donc on passe à pratiquement 700 000 €, 696 000 €. Donc c'est là que nous enregistrons tout ce qui est les dotations pour les subventions aux associations. Même si on a fait à peu près égal par rapport à l'année dernière. On enregistre aussi là-dedans tout ce qui est la cotisation au SDIS. Il faut savoir que le SDIS, pour la commune, donc c'est compliqué, c'est pratiquement 190 000 €. 188 000 précisément. C'est pas anodin. Et ils nous demandent de la payer, on n'a pas le choix, il faut payer. Là-dessus également, la cotisation au CCAS, pour abonder le budget du CCAS. Il y a le SIGA aussi. Le SIGA, donc le cinéma. Petit aparté, le cinéma, donc les deux communes de Gaillon et du Val d'Azay portent l'investissement sur le cinéma. Donc on rembourse les prêts. En gros, ce qu'on donne du budget principal vers le SIGA, c'est pour permettre au SIGA de rembourser ses créances. C'est un choix politique qui a été fait en 2004. Donc, il y a des crédits sur 25 ans. Voilà, il faut assumer. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Et puis donc les diverses dépenses, donc 115 000 €. Ce que ça donne au niveau de l'évolution entre les recettes et les dépenses, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Donc vous voyez que les recettes sont plutôt, c'est la ligne bleue, orientée à la baisse. Les dépenses, on a réussi à les maîtriser. Quand vous voyez entre 2024 et 2025, on a quand même une maîtrise de nos dépenses, malgré tout ce qu'on a pu avoir au niveau inflation, au niveau coût, enfin tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on nous demande de payer, tout ce qu'on nous demande de participer. En 2025, on a eu d'Illico aussi, donc 30 000 €, c'est pas neutre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un resserrement sur le budget sur le BP 2026? Je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur des enveloppes. Ce n'est pas des réalisés comme pour le CA 2025 ou le CA 2024. Donc vous voyez que tous nos efforts quand même pour maîtriser cette courbe-là, ces courbes-là, de façon à ce qu'elles ne se croisent pas, là ce serait terrible pour la collectivité. En souhaitant que l'État ne fasse pas en 2027 ce qu'ils nous ont fait en 2026. On va avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts.
Et puis donc il y a tout le travail des agents, des élus là, au quotidien pour diminuer les coûts et le fonctionnement. En matière d'investissement, donc vous avez à l'écran une liste des principaux investissements, je ne vais pas vous les lire. Bon, c'est essentiellement du programme Petite Ville de demain. Nous nous sommes engagés depuis 2024. Non, depuis 2022. 2022. Voilà. Avec des projets, donc, notamment l'aménagement de la rue Ravel. Alors ça, c'est pas le coût global, hein, c'est ce qu'on risque de dépenser sur 2026 dans le cadre de ce projet-là. Ensuite, il y a le réseau de chaleur en chaudière bois. La collectivité a fait le choix de sortir du gaz pour pouvoir maîtriser nos coûts de fonctionnement et nos coûts de chauffage. Donc en passant sur une chaudière bois décarbonée. Ensuite, donc, on a l'aménagement des sentiers nature, ça c'est toujours dans le programme Petite Ville de demain. La réhabilitation thermique du local, enfin de l'ex-poste, enfin, qui deviendra donc un CCAS, un point poste, et donc une réhabilitation thermique aussi pour faire des économies de chauffage là-dessus. La salle des fêtes de Viuvillers, donc on est en fin de marché, et, on prévoit des éventuelles révisions, même si on n'en aura pas, c'est fini. La signalétique, la CIL, donc ce programme Petite Ville de demain également. Il y a les premières études qu'on va mener sur la rénovation thermique sur les écoles du Grand et du Petit Charlemagne. C'est des bâtiments qui ont besoin d'être isolés et traités, je dirais. On va se pencher également sur le sujet du gymnase Saint-Fiacre, là aussi au niveau des études. On va finir, enfin on espère, finir l'espace culturel, là où toujours on est en révision de prix en fin de marché. Nous prévoyons donc de consacrer une partie du budget d'investissement sur le cimetière de Sainte-Barbe-sur-Gaillon par la relève de tombes. On a besoin de place sur ce cimetière-là, il y a des tombes qui sont bien abandonnées maintenant et tout ça, ça a un coût. Sur le cimetière de Beauvois, on prévoit de racheter un nouveau monument, notamment au niveau du jardin du souvenir, tout à fait. Et puis donc tous les investissements récurrents, le matériel informatique, les écoles, les bâtiments communaux, enfin tout ce qui est comme investissement courant. On parle aussi changement des véhicules sur les services techniques. Là, on a changé de véhicule sur la police municipale pour passer en véhicule électrique. Donc ça, tout ça, c'est des actions qu'on va continuer à mener, voir si possible intensifier, pour aussi ne plus être dépendant des augmentations des fluides, comme c'est le cas aujourd'hui. En fait, tous les investissements qu'on souhaite faire, c'est orienté comme ça sur la décarbonation et l'autonomie, je dirais, et la maîtrise de nos coûts de fonctionnement par derrière. Au niveau du financement de l'investissement, donc comme je vous l'ai dit dans le ROB et comme on vous l'a annoncé aussi, il n'est pas prévu que l'on fasse des prêts pour financer nos investissements, c'est-à-dire que c'est par l'autofinancement et par donc, des subventions que nous financerons l'intégralité de nos investissements. L'écart qu'il y a entre le total des dépenses d'investissement, c'est la ligne bleue, et puis donc les ressources propres et pour le budget 2026, l'écart qu'il y a entre les deux, c'est notre autofinancement en fait. Mais pour avoir l'autofinancement, il faut impérativement que nous ayons de l'épargne. Voilà. Donc avec notre taux d'épargne, donc forcément sur le budget 2026, le taux d'épargne est très faible parce qu'on est sur des enveloppes qu'on souhaite ne pas consommer. L'épargne, en fait, c'est le différentiel qu'il y a entre nos dépenses de fonctionnement et nos recettes de fonctionnement. Ça constitue l'épargne nette. Et l'épargne brute, pardon, sur laquelle donc on soustrait les remboursements en capital de nos crédits. Nous avons encore des crédits qui courent en 2029 et 2031. Et là, ça nous donne l'épargne nette.
il faut que ce taux d'épargne soit stabilisé, je dirais, à 10%, c'est quand même pas beaucoup non plus. Par rapport à notre budget, c'est pas énorme. Hein. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme ressources, malheureusement. Mais le plus important, c'est qu'on arrive quand même, avec cette épargne-là, à financer la totalité de nos investissements. Donc sans alourdir nos charges par la réalisation de crédits, parce que les crédits, il faut les rembourser. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, ne sont pas très hauts, mais bon, on ne sait pas ce que ça devient. Et il faut savoir que ça a créé quand même des charges de fonctionnement derrière. Donc, si on fait d'un côté des investissements pour limiter nos charges de fonctionnement, mais qu'on emprunte, qui augmente nos charges de fonctionnement, ça annule l'effet. Enfin, au moins, ça le diminue. Quoi. Voilà. La dernière slide, donc je vous ai parlé de la dette. Donc, vous voyez que depuis très très longtemps, on ne fait plus de prêts sur la collectivité, même si l'investissement est quand même soutenu régulièrement. Nous avons donc un prêt qui est arrivé à échéance en 2025, ce qui explique donc la baisse de l'annuité. Et donc en 2026, il nous restera donc 120 000 euros de... il nous restera un peu plus de 600 000 euros, pardon, je me trompe de monnaie. Il nous restera 600 000 euros de remboursement en capital à l'échéance, donc 2029 et 2031 maximum. Donc voilà pour le budget. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Merci pour toutes ces explications. Du coup, c'est très clair, mais par contre, on a quelques questions. À savoir justement les aménagements de la rue Maurice Ravel qui sont budgétés pour l'instant à 350 000 euros et qui font, si on a bien compris, partie du grand projet global de la place François Mitterrand. À partir de quand ces travaux vont débuter? Alors, vous avez... je vais laisser la parole à monsieur le maire. Moi, je m'occupe de la partie financière, Oui, la partie technique. On va... c'est lié. Bien sûr, c'est lié. C'est pour ça qu'il y a 350 000 euros de budgétés sur l'année 2026, parce qu'ils doivent commencer en fin d'année. Hein, ces projets sont portés par l'agglomération, puisqu'ils sont au contrat de territoire de l'agglomération. Et donc, ces travaux doivent commencer en fin d'année. Donc, il y a 350 000 euros de budgétés pour cette fin d'année pour assurer le financement de ce qu'il peut y avoir, sachant que le restant des travaux se fera en 2027 et peut-être se finira en 2028. Voilà. Aujourd'hui, comme on n'a pas la date de départ et puis qu'on n'a pas encore le planning complet de réalisation des travaux, voilà. Mais donc le coût global de ces travaux est de 4,5 millions, 4,3 millions. Donc il y a une partie qui est portée par l'État avec des demandes de subventions qui vont être faites. Donc on ne sait pas ce que l'État prendra en charge sur la demande de subvention qu'on va leur faire. Il y a une partie qui est portée par la région, sur laquelle on a fait des... C'est pareil, elle est inscrite au contrat de territoire, donc normalement cette subvention-là, elle est assurée. Il y a une partie qui est financée par le département, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais voilà, en grosse masse, il y a un petit peu moins d'1 million pour l'État, un peu plus d'1 million pour la région, une petite partie pour le département, et il y a 800 000 8 ou 900 000 pour l'agglomération et le budget équivalent pour la commune. Hein, et le solde de financement, donc c'est une partie portée par l'agglomération, une partie portée par la commune, et le solde de financement sera à part égale entre l'agglomération et nous. Voilà. Aujourd'hui, sur le projet de financement qui a été mis en place, je vous dis, on doit être autour de, entre, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est un petit peu moins de 900 000 euros. Sur la part du budget de la commune. Sur la part du budget de la commune. Réparti sur plusieurs exercices. Sachant que la commune a déjà mis de côté 350 000 euros, puisqu'en fait, on avait une enveloppe de fonds de concours sur le mandat précédent qu'on n'a pas consommé. Donc ces 350 000 euros sont mis de côté à l'agglomération et serviront à financer notre part de 900 000 euros. Donc sur les 900 000 euros, il nous reste 550 000 euros à financer puisqu'on a déjà financé 350 000 euros. Voilà. Voilà grossièrement comment vont se financer la rue Ravel. Aujourd'hui, normalement, les travaux doivent commencer en fin d'année. Et pourquoi on n'est pas pressé aujourd'hui? Parce que la prévision, c'est de faire le réseau de chaleur sur la rue Ravel avant les travaux, avant le fait qu'on refasse une voirie neuve. Donc comme on doit normalement pour le réseau de chaleur, la chaufferie va se situer à côté du gymnase Bernard Chandelier et on a un réseau de chaleur qui va alimenter l'espace culturel Marcel Pagnol, le gymnase Bernard Chandelier
le réseau de chaleur qu'il y a ici, qui alimente tous les bâtiments qui sont sur cette partie-là, puisqu'on a déjà un réseau de chaleur ici, la Poste et le gymnase Saint-Pierre. Donc il y a nécessité de passer sur la rue Ravel les tuyaux pour alimenter les différents bâtiments. Donc ces travaux doivent commencer normalement au mois de septembre. Et l'objet, c'est de passer les tuyaux pour pouvoir commencer les travaux de la rue Ravel aussitôt après, pour éviter qu'on aille esquinter une route qui sera neuve. Voilà. Donc voilà comment normalement les choses aujourd'hui doivent se planifier. Du coup, vous avez parlé aussi de subventions pour lesquelles pour l'instant on est en stand-by, on ne sait pas vraiment combien on va recevoir pour certains. Donc du coup, le budget de la ville pourrait se voir Bien sûr. impacté. Enfin, je veux Bah, dire, En fait, le financement, il faut comprendre que la façon dont sont financés les investissements de la commune, on monte un projet avec des sommes, on fait des demandes de subventions à l'État, à la région, à l'Europe, enfin à tous ces gens-là, qui nous répondent en fonction des demandes qu'on fait, si oui ou non, avec des sommes, ou la somme qu'on demande, ou des sommes moindres. Et en fonction de ça, on adapte le budget communal pour finir le financement du projet global. On n'a jamais le résultat des enveloppes de financement, des aides qu'on peut avoir avant le début des travaux. Là, normalement, l'État va valider les demandes de subvention qu'on a faites, là, en l'occurrence, ce projet de la rue Ravel est porté par l'agglomération, donc c'est l'agglomération qui va faire les demandes de subvention au nom du projet global, puisqu'il est porté par l'agglomération, je vous le redis, parce qu'il est au contrat de territoire de l'agglomération. Mais on aura, dans l'année en cours, les montants que l'État souhaitera bien nous donner. Le restant, c'est aujourd'hui verrouillé, mais pas l'État. Je vais prendre un autre exemple en comparaison. La Poste, on a fait deux demandes de subvention, on a fait deux demandes de subvention exactement identiques sur le montant. Une demande de subvention à l'agglomération au titre de l'isolation des bâtiments collectifs, des bâtiments communaux. On a eu la subvention qui a été attribuée à hauteur de 167 000 €. On a une demande de subvention qui a été faite à l'État au mois de décembre sur le fonds vert pour exactement la même somme. On nous a répondu que sur 2025, l'enveloppe était vide, donc on a refait un dépôt de dossier pour les budgets 2026 et on va avoir la réponse. Donc si l'État nous subventionne aussi, on aura une enveloppe de la commune qui sera, j'ai plus le chiffre, mais à hauteur de 150 000 €, je crois. Et si l'État ne subventionne pas, il faudra qu'on comble la partie que l'État ne donnera pas. j'ai bien compris, mais du coup, sur ces deux projets, on a quand même un pourcentage de risque de se retrouver avec... Et on a toujours un pourcentage de risque. C'était arrivé pour le CMP aussi, du coup. Pour le CMP, sur les 2,5 millions, on a eu 1,2 million de subventions. Je crois qu'on avait demandé 1,9 million. On avait une subvention de l'Europe à hauteur de 700 000 € qui ne nous a pas été attribuée. Voilà. Est-ce que dans l'enveloppe globale des travaux, même si elle doit être sur plusieurs exercices, si j'ai bien compris pour la rue Maurice Ravel et la place François Mitterrand, est-ce qu'il va y avoir une partie pour aider les commerçants qui vont être impactés de leur exercice? Non, ça fait pas partie. Ça fait pas partie de ce que la collectivité peut faire. Et ça fait pas partie du budget des travaux. En l'occurrence, c'est deux choses différentes. Parce que là, on est sur un budget en investissement. Et si on aide les commerçants, c'est sur le budget de fonctionnement. Donc il n'est pas obligatoirement, il ne peut pas être intégré dans le projet global. Est-ce que ça sera quelque chose d'envisageable si vraiment les commerçants rencontrent de grandes difficultés de fonctionnement? Évidemment qu'on a discuté avec eux de cette situation. On les a rencontrés à plusieurs reprises. Nous, dans la perspective des travaux, c'est un sujet qu'on aborde avec les entreprises en leur demandant d'essayer de... D'abord, on fera les travaux par phase, de façon à ne pas tout détruire d'un seul coup, parce que ça ne va pas se faire en 5 minutes, donc ça va demander du temps. Mais l'objet, c'est d'essayer que les commerces soient toujours accessibles pour les clients, n'importe quand. Ça fait partie des obligations des entreprises. Alors, je ne vais pas vous dire que ça aura zéro impact. Vis-à-vis des commerçants, je n'ai jamais tenu ce discours. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas prévu d'indemnisation auprès des commerçants sur l'impact des travaux. Ça fait pas partie d'ailleurs, ça ne fait pas partie de cette enveloppe-là. Et au budget de fonctionnement, c'est pas prévu. Enfin, de toute façon, s'il se passe quelque chose, je pense que déjà, ça se passera sur le budget de l'année prochaine, donc il faudra qu'on y réfléchisse. Mais aujourd'hui, c'est pas prévu. Juste pour repréciser, quand vous parlez que les travaux commencent en fin d'année, vous avez vraiment pas du tout l'idée de la date? Non, j'ai pas d'idée de date.
Ça sera peut-être novembre, ça sera peut-être décembre. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de vous dire, pour la bonne et unique raison, c'est qu'on est en phase de recrutement des entreprises, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore? Même pas, bien sûr. Non, non, même pas. Ah non, oui, parce que On est oui. sur le réseau de chaleur. Non, non, puis on a un dossier loi sur l'eau. En fait, on a quelque chose qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau PPRI. On a un dossier loi sur l'eau il y a une étude sur la loi sur l'eau qui nous tombe. Donc il y a quelques mois d'études avec les conséquences sur le projet global. Parce que voilà, c'était pas prévu à l'initial, mais aujourd'hui ça en fait partie. Donc on a cette partie-là à gérer avant de pouvoir commencer les travaux. Donc voilà. Et donc, sans problématique, le réseau de chaleur sera fait avant que les travaux de la rurale commencent. C'est bon? Non, c'est pas fini. Du coup, on a parlé aussi des investissements et des travaux pour la réhabilitation du bâtiment de la Poste. Les travaux ont commencé. Pareil, est-ce qu'on a une date de fin de travaux, même si je sais que c'est le début? Et à savoir aussi quel type de service sera proposé ensuite et combien d'agents et de quel type le projet sera constitué et s'il va y avoir un coût d'embauche ou si c'est des agents qui vont être délocalisés de certains services pour maintenir la Poste, le service Poste. Pardon. Les travaux, ils étaient prévus sur la durée de l'année 2026. Normalement, fin 2026, les travaux sont finis. L'objectif, c'est de rouvrir en début d'année prochaine le CCAS qui est aujourd'hui dans les murs de la mairie, dans le bâtiment de la Poste, avec l'ajout du point Poste. Puisque ça fait plusieurs années que la Poste nous interpelle sur la fréquentation et souhaitait fermer la Poste. Donc nous, les élus précédents, ont fait le choix d'adjoindre au service du CCAS un point Poste pour garder ce service auprès de la population, parce que sinon, la Poste aurait fermé le bureau de poste. Du fait qu'il y a un bureau de poste à Gaillon, on est quand même très proche l'un de l'autre, c'était ce que prévoyait la Poste. Donc les élus ont fait le choix différent, c'est de garder, d'avoir un point Poste. Les services sont sensiblement les mêmes que le bureau de poste aujourd'hui. On pourra y retirer les colis, on pourra y déposer les lettres commandées, enfin tout ça. La seule chose qui va varier, c'est sur les sommes que l'on pourra retirer en liquide. Les montants qu'on pourra retirer en liquide seront moindres que ceux actuels. Pour la bonne et unique raison, c'est que dans un point poste, le flux financier est bien plus réduit que celui qu'il peut y avoir dans un bureau de poste normal. C'est la seule grosse variation qu'il va y avoir. Et donc, pour revenir sur les emplois, aujourd'hui au CCAS, on a 3 agents qui travaillent au CCAS. Il n'y en aura pas plus, il y en aura 3. Le seul service qui va varier, c'est qu'en fait, on va avoir un accueil, puisque nous, on a prévu d'ouvrir le point poste tous les matins, du lundi au vendredi, tous les matins, pour pouvoir assurer le service auprès des habitants. Donc, cette partie-là, il faudra qu'on recrute quelqu'un, puisqu'aujourd'hui, on a 3 personnes. Alors, vous dire aujourd'hui si ça sera un recrutement à l'extérieur ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Il va faire confiance sur cette question, je pense, autour du mois de juillet, août, septembre, pour être opérationnel pour la fin d'année. Mais on va avoir l'obligation de recréer au moins un demi-poste, mais ça sera un poste à la journée, puisqu'il y aura besoin de tenir le point d'accueil toute la journée, et de voir comment on organise cette personne supplémentaire là-bas. La partie qui concerne la Poste, on a une indemnisation de la Poste pour le fait qu'on ait un point Poste, qui va permettre de couvrir le coût de l'agent qui va tenir le point Poste le matin. Grossièrement, c'est à peu près comme ça que ça se décide. Maintenant, pour le demi-poste restant, à nous de voir comment on l'organise à l'intérieur de la collectivité pour éviter d'avoir un demi-agent supplémentaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut qu'on réfléchisse comment on organise ça pour être opérationnel au début de l'année prochaine. Voilà. Merci pour les explications. Du coup, une autre question concernant les travaux de la salle des fêtes de Vieux-Gilet. Pareil, est-ce qu'il y a une date de fin? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle sera remise en location? Et est-ce que du coup, ça va changer le tarif de la location de la salle? Alors, les travaux sont terminés puisqu'on a déjà eu 2 week-ends de location. Elle est remise en location depuis début d'avril. Le tarif pour l'année 2026 ne va pas changer, puisque
puisqu'il a été voté et il va rester comme ça, mais il y aura certainement une modification du tarif pour l'année 2027. C'est, voilà. Vous verrez, normalement, j'ai pas encore la date officielle, mais dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, je vous donnerai la date officielle d'inauguration, pardon, je cherchais les mots, d'inauguration de la salle des fêtes de Vieux-Villers, et vous verrez que ce qu'on a fait, va apporter un vrai bien-être dans cette salle qu'elle n'avait pas auparavant, et il y aura certainement une augmentation qu'on votera certainement à partir du mois de septembre pour le budget de l'année prochaine sur le coût de location de cette salle. Voilà. Salle qui sera réservée aux Valdasiens comme salle de monde. Oui, il n'est pas prévu d'ouvrir à la location à l'extérieur. De toute façon, les deux salles que l'on a, la salle Pierre-Monnier et la salle du Préau, sont réservées qu'aux habitants du Val d'Azé et le planning est pratiquement plein toutes les semaines. Donc voilà. Très bien, merci. Donc on revient donc à la délibération qui nous importe aujourd'hui, même si les questions sont tout à fait justifiées, bien sûr. Par rapport au budget, est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Est-ce que je peux mettre au vote ce budget? Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc le budget est adopté. Ensuite, donc j'ai le budget du annexe du local commercial. Donc toujours pareil, hein, comme je vous l'ai rappelé au début, donc il s'agit de gérer une boucherie et le snack au Crapa. Donc les chiffres du budget, donc en dépenses, donc on prévoit 28 715,65. En recettes, 11 000 euros. Les recettes, c'est essentiellement les loyers. Et puis donc les dépenses, c'est tout ce qui est entretien, les dépenses de fonctionnement, quoi, entre la mise aux normes des locaux, l'entretien et la réparation. Les créances sans valeur aussi, qui vont être mises en sans valeur, et l'annulation de titres antérieurs. Voilà. Les dépenses d'ordre, donc 5 000 euros, donc inclut le transfert à la section d'investissement et les dépenses imprévues et les amortissements. Donc, en dépenses pour la section de fonctionnement, donc 28 715,65 euros, en recettes 11 056 euros, un report du résultat de 2025 pour 17 715,09 €. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à 28 715,65 €. Pour l'investissement des dépenses pour 6 300,23 €, des recettes pour 7 024 €. Un reste à réaliser donc en dépenses de 33 109,59 € et un excédent de financement d'investissement 2025 de 34 205,82 €. Ce qui nous fait donc un total d'investissement de 39 409,82 € pour un total du budget à 68 125,47 €. Donc pas d'investissement particulier, donc on espère recevoir la dernière facture pour éviter ce reste à réaliser. Et puis après, donc c'est l'investissement courant, l'entretien, il n'y a pas de choses particulières sur ce budget-là. Avez-vous des questions par rapport à cela? Moi, j'en avais. Ok, ça marche. Moi, déjà, par rapport au snack, c'est quoi les perspectives? Parce que c'est quand même fermé depuis un petit moment. Et si j'ai bien compris, la personne qui était dedans ne reprend pas. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives que vous nous donnez. C'est exact. Alors, la personne qui exploitait avait un bail. Elle nous a dit au mois d'octobre qu'elle arrêtait parce qu'elle avait des problèmes de santé, elle ne pouvait pas continuer. Donc nous, au mois de novembre, on a passé une annonce pour recruter un nouvel exploitant, une annonce qui a été infructueuse. Donc on a repassé une annonce au mois de janvier sur une annonce qui est toujours infructueuse. Donc là, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'exploitant. Voilà. Voilà. Donc on a retiré des ficelles à droite et à gauche pour essayer de trouver des solutions. Pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui est passée à la mairie
qui nous a demandé où il pouvait récupérer le dossier pour nous faire une proposition. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'exploitant pour le snack park. Voilà. Alors, je vous dis, on cherche à droite et à gauche. Il y a quelqu'un qui est venu hier. Je ne sais pas s'il y aura un retour et s'il y aura quoi. Donc là, aujourd'hui, on n'est plus sur un appel à candidature. On est sur une négociation de gré à gré avec des gens qui pourraient être intéressés pour l'exploitation du snack. Voilà. Est-ce que c'est lié à l'amplitude d'ouverture du snack? Parce qu'en règle générale, sur la période hivernale, Non, alors, pour revenir sur l'histoire qu'on a eue avec la précédente exploitante, nous, au départ, la proposition qu'on avait faite, c'était pour une ouverture saisonnière d'avril à octobre, comme ça se passait auparavant. La dame nous a tanné en nous disant, moi, je veux ouvrir toute l'année. Donc, on a modifié la convention pour qu'elle puisse ouvrir toute l'année. Sauf qu'elle s'est très vite rendu compte que l'hiver, ça ne marche pas, il n'y a personne. Donc, voilà. Donc on est reparti sur une occupation saisonnière de avril à octobre. Voilà, parce que pour nous, il est logique que cet endroit fonctionne que quand il y a des bonnes températures et que les gens fréquentent le Grappa. Donc voilà, maintenant, le sujet, il est quand même sur l'équilibre financier du fonctionnement de cet endroit. On n'a pas, moi, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué d'arriver à faire fonctionner cet endroit sur 6 mois, 6-7 mois dans l'année. Voilà, donc je pense que c'est ça le sujet premier de ça. Pour tout vous dire, on a eu une personne qui a un camion qui fait de la vente à emporter, voilà, qui a été intéressée pour avoir un complément de son activité, puisque ça lui permettait d'avoir une base pour pouvoir préparer ses plats, etc. etc. Sauf qu'il a réfléchi, il faut qu'il trouve un deuxième salarié, il faut ceci, il faut cela, et il a acheté l'éponge parce que pour lui, c'est aujourd'hui trop compliqué. Donc voilà, je pense que, je répète, l'équilibre financier de cet endroit est, je pense, très compliqué à trouver. Alors j'ai une autre question, mais là en tant que grand-père. Ouais. Dans ce local, il y a des toilettes. Et c'est vrai que là, le problème, c'est que moi, je suis grand-père. Quand j'emmène les enfants, peu importe que ce soit en hiver, en été, j'aimerais bien pouvoir les emmener. C'est très compliqué d'avoir des petits, les nains, ils sont autour de 2-3 ans, donc c'est un peu compliqué avec eux. Mais alors, ça faisait partie du projet que les élus ont eu quand on a créé ce nouveau bâtiment et qu'on lui a additionné des toilettes publiques. L'objectif, c'était d'apporter service aux habitants parce que c'était une réclamation qu'on avait depuis très longtemps de gens qui venaient et qui nous disaient c'est quelque chose qui manque. Pour éviter d'avoir des dépenses de la collectivité, on a associé l'ouverture de ces toilettes publiques avec le fonctionnement du snack park. En effet, voilà. Et là aujourd'hui, on est dans une impasse, je n'ai pas peur de le dire. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse comment demain on peut trouver une solution pour ces toilettes. La problématique qu'on a rencontrée depuis la création du snack park, c'est qu'on a énormément de dégradation. Madame Mendy était arrivée à fermer les toilettes et ne donner la clé qu'aux gens qui la demandaient. Parce que dans les premiers mois d'exploitation de Madame Mendy, les toilettes, elle les ouvrait le matin, elle les refermait le soir. Et on a eu une quantité de dégradation terrible. Elle les nettoyait, les toilettes. Oui, elle faisait l'entretien, mais on avait en plus de ça beaucoup de dégradation. Donc Madame Mendy est revenue vers nous en disant Monsieur Collat, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Donc elle avait décidé de fermer les toilettes et les gens qui avaient envie d'y aller lui demandaient la clé. Donc c'est pour nous une problématique. Parce que demain, si on ouvre ces toilettes, je vais dire une bêtise, si on dit à un agent, le matin tu vas ouvrir la porte et puis le soir on trouvera une solution pour la fermer. Le problème c'est qu'il y a l'entretien à faire et puis il y a les dégradations. Comment on gère les dégradations? Parce que si c'est pour dépenser des clenches et tout ce qui va avec, parce que c'était ça, on cassait les clenches, cassait les portes, voilà, c'est une vraie problématique. Et donc, oui, on a eu un lavabo qui a été décellé du mur, etc., etc. Donc, nous, c'est la problématique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis clairement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire et vers quoi on va aller. Si on ne retrouve pas un exploitant qui porte ça, ça va être compliqué. Sinon, j'avais une autre question pour M. Jarry. Oui. Tout à l'heure, vous nous parliez de local commercial, et Oui. vous avez parlé du snack park et de la boucherie. de la boucherie. Oui. Sauf qu'à un moment donné, dans la présentation générale, vous nous avez parlé de la billetterie du CCAS, et il n'y a pas de TVA là-dessus? Non, alors,
Enfin, pas le CCAS, le Centre culturel Marcel Pagnol, pardon, je reprends mes termes. Sur la billetterie, non. Ouais, la billetterie. Sur la billetterie, il n'y a pas de TVA. D'accord. Enfin, enfin, les gens payent une prestation pour un billet. Ouais. Après, sur la location de salle, effectivement, il y a de la TVA. D'accord. Aujourd'hui, on est en réflexion sur comment est-ce qu'on va gérer cet espace de location de l'ECMP. Donc plusieurs, aujourd'hui c'est un peu trop tôt pour vous en parler, plusieurs solutions sont à l'étude. Après les solutions, c'est une SPL, c'est peut-être un budget annexe, enfin voilà, de façon à ce que on soit dans les clous par rapport à ce que la comptabilité publique nous impose. Voilà. Juste pour ma connaissance, Oui. parce que là, j'avais pas compris pourquoi il n'apparaissait pas. Alors, Je comprenais qu'il y avait TVA. là, en fait, le CMP c'est nouveau, hein, les locations c'est nouveau. D'accord. Donc là, on est en phase de transition, on est en phase d'étude. La DGFiP est bien informée de cette situation. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'année 2026 en fait pour mettre en place le cadre juridique de cette de gestion de l'espace culturel. Merci pour votre réponse. Voilà. Pardon, j'ai une autre question. Juste savoir, quand on parle des dépenses réelles de fonctionnement, dans 3512, vous dites qu'elles comprennent les travaux de mise aux normes des locaux, l'entretien, la réparation du matériel de boucherie du snack park. Oui. Au niveau du snack park, on est quand même sur un local assez récent. Oui. Vous pouvez nous donner les détails? Alors après, dans les 23 000 euros, il y a aussi des loyers impayés, des titres à longue valeur. C'est pour ça que ça paraît important par rapport au fonctionnement des deux bâtiments. Y a-t-il d'autres observations? D'autres questions? Bon, je soumets au vote. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le budget 2026 du local commercial est adopté. Donc je reprends la main pour les affaires diverses. Je vous fais un petit retour sur les délégations, sur mes délégations. Donc la décision 25-2026 de fixer la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister au spectacle organisé à l'espace culturel Marcel Pagnol, le spectacle du 22 janvier 2027, Joseph Kamel, avec différents tarifs. Donc le plein tarif à 40 €, le tarif réduit aux demandeurs d'emploi, étudiants moins de 12 ans, moins de 64 ans, PMR, donc c'est pour vous répondre à la question que vous m'avez posée la semaine dernière, et donc les PMR c'est les personnes à mobilité réduite, et les PSH les personnes porteuses de handicap, d'accord? Donc ça faisait partie des tarifs, ça fait partie des tarifs réduits. Et puis le tarif adhérent, puisque voilà, il y a un troisième tarif, donc de 34 €. Et d'encaisser les recettes correspondant par l'intermédiaire du régisseur des recettes de l'espace culturel Marcel Pagnol. La décision 26-2026 de conclure un avenant, donc l'avenant numéro 4 au lot numéro 1 du marché de travaux pour l'extension de la salle des fêtes de Vieux-Villers, concernant le gros œuvre attribué à la société Verléenne pour la réalisation et la préparation de l'engazonnement des espaces verts pour un montant de 1 955,50 €, et qui porte ce marché à 159 911,14 €. Puisque dans le marché initial, l'engazonnement des espaces verts avait été oublié. D'autoriser, dans la décision 27-2026, d'autoriser la modification de l'acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant de la régie de recettes et d'avances, spectacles et manifestations. La décision 28-2026, d'autoriser la modification de l'article de la régie de recettes, location de salle. Et la décision 29-2026 d'autoriser la modification de l'acte de nomination du régisseur titulaire de la régie d'avance, spectacle et manifestations. Et quelques infos supplémentaires. Donc ce matin, nous avons installé le conseil d'administration du SIGA 3C. Donc il y a donc 2 titulaires, 2 suppléants sur la commune de Gaillon et sur la commune de Val d'Azé. Donc je suis le président du SIGA et Madame Karine Houchard, qui est élue de Gaillon, en est la vice-présidente. Voilà. Toutes les infos de tout ça sont sur le site de la commune dans la rubrique délibération. Donc il y a une rubrique SIGA. Je me permets de dire à tous les élus, vous avez toutes et tous un casier
dans la commune où régulièrement les agents vous mettent des courriers, des informations, des trucs. Donc je vous le signale et je vous donne cette information. Oui, dans la mairie, vous viendrez, on vous fera voir, il y a dans un endroit, il y a le nombre de casiers correspondant au nombre d'élus et sur lequel vous avez des informations qui vous sont distribuées. Je signale ça parce qu'on a constaté en remettant les noms cet après-midi qu'il y avait sur la mandature précédente un élu qui avait laissé un courrier de 2020. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a un... Voilà. Vous pouvez venir quand vous voulez, quand vous passez pas loin, vous pouvez aller venir dans ce casier. Une autre information, la semaine prochaine, mardi de la semaine prochaine, à 18 h, il y aura une remise des médailles du travail aux agents et à certains élus qui ont un nombre d'années, donc je ne dirai pas aujourd'hui, mais j'en parlerai la semaine prochaine, donc qui seront médaillés la semaine prochaine à 18 h, salle des mariages. Voilà, donc vous y êtes invités pour assister à ce moment de convivialité avec les agents de la collectivité et certains élus. Et la dernière information, le 1er mai, nous avons la chance d'accueillir avec la ville de Gaillon le championnat de France des majorettes. Donc le matin, ça se passe au gymnase Chandelier où il y a je ne sais plus combien. Michel, dis-moi le nombre de majorettes qui vont passer. Bah, normalement, ils attendent sur la matinée 1000 personnes avec le public et les majorettes. Qui vont passer, faire une démonstration dans le gymnase Bernard Chandelier. Les majorettes de Gaillon font leur démonstration à 11h52 précise. Les premières, Voilà. Donc si vous voulez voir les majorettes de Gaillon, je vous conseille de venir en fin de matinée. les premières, elles commencent à 7h30. Et l'après-midi, ça se poursuit au gymnase Benoni de Gaillon, où ils font des démonstrations. Voilà. Alors, c'est pas les majorettes que vous avez qu'on voyait dans le temps, mais je vous assure que pour assister régulièrement au spectacle de fin d'année des majorettes à Gaillon au gymnase Benoni, je vous assure que c'est intéressant. Si vous avez la possibilité de passer y faire un tour, c'est franchement intéressant à voir. Surtout, si je peux me permettre, monsieur le maire, l'an dernier, il y a une jeune du club de Gaillon qui a été championne de France. Ouais. Ben voilà les informations du jour. Ayant épuisé l'ordre du jour, oui, allez-y. Du coup, moi, je rebondis, vous avez reparlé de nouveau du SIGA 3C. Juste une petite question. Je sais que ça a déjà été abordé, mais comme on l'a dit dans le budget, puisque c'est lié, c'est quelque chose qui coûte cher en crédit encore, et qui coûte cher en dotation, puisque la ville du Val d'Azay et Gaillon donne une certaine somme, une somme qui va, d'après ce que j'ai lu dans le compte rendu, encore augmenter cette année. Non. 2026. Ah non. On est Sur en fait, alors. Dans le compte rendu du SIGA 3C, je parle. Oui, mais alors la somme l'année dernière a été atténuée parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on n'avait pas de dépenses de fonctionnement plus que ça à faire, donc sur l'entretien du bâtiment en tant que tel. Sauf que suite à la visite de sécurité, on a besoin de revoir le système de sécurité incendie parce qu'aujourd'hui le pompier qui passe nous a fait comprendre que le système de sécurité incendie avait besoin d'être revu. Donc on a 30, je crois que c'est autour de 30 000 € d'investissement à mettre pour remettre ce budget. Le remboursement du prêt du bâtiment, lui, il est stable. La seule chose qui varie, c'est l'entretien du bâtiment en tant que tel, la partie qui nous incombe. Hein. Mais après, pour revenir sur cet investissement, en effet, le choix des élus qui a été fait à cette période, il est là. L'emprunt a été sur 25 ans. Et la question, je vous assure qu'on se l'est déjà posée pendant le mandat précédent, hein, si demain on décide de fermer ce bâtiment ou de fermer le cinéma, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte ? Parce que cette boîte, elle est faite aujourd'hui avec 3 salles avec des gradins et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et en plus, la DSP que l'on a, elle est faite pour un cinéma. Elle n'est pas faite pour autre chose. Donc si demain on décide pour une raison X ou Y de changer d'orientation et que ce ne soit plus un cinéma, ça va être extrêmement compliqué et extrêmement coûteux. Donc aujourd'hui, on a une DSP qui court jusqu'en 2029, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on va aller jusqu'à cette date-là. En 2029, on repassera une nouvelle DSP. Voilà, et une fois qu'on aura remboursé le bâtiment il ne sera pas obsolète et il ne faudra pas le refaire. Mais en effet, là aujourd'hui, il faut qu'on aille jusqu'en 2032, 33, 31 et 33 pour les 2 prêts qu'on a. Et à partir de là, après, ça coûtera beaucoup moins cher aux collectivités. Alors, je suis d'accord avec vous, mais c'est un bâtiment, même s'il est entretenu, il va forcément déjà. Enfin, là, il coûte cher en crédit. Quand on va avoir fini de payer le crédit, c'est un bâtiment qui est vieillissant.
je pense qu'autour de la table, il y a certains qui sont peut-être clients de cet établissement. Vous avez quand même des fauteuils vieillissants, des fauteuils pas confortables. C'est pas, alors, les fauteuils, c'est pas la charge de la collectivité. D'accord. Les fauteuils sont à la charge de l'exploitant. Donc, en effet, l'exploitant, alors, comme vous le savez, je vais revenir un petit peu sur l'histoire. On a changé l'exploitant il y a 1 an et demi. Hein, il y a 1 an et demi. Donc, l'exploitant a repris le cinéma après une période très compliquée où il a été fermé, où il marchait très très mal. Donc voilà, on a fait un certain nombre de constats avec cet exploitant qui en a pris note. Hein. Donc là aujourd'hui, l'exploitant va bientôt nous présenter le bilan d'une année complète, donc sur l'année 2025. Et évidemment, ça fait partie des remarques qu'on a déjà fait à l'exploitant et qui demain, il prendra en charge la remise en état d'un certain nombre. Mais les fauteuils, par exemple, qui sont dans la salle, ne sont pas à la charge des collectivités. Nous, on a en charge le bâtiment. Le bâtiment, la couverture, etc. etc. Voilà. Mais tout ce qui concerne le cinéma, les projecteurs, les fauteuils, tout ça, c'est pas nous. C'est l'exploitant. Et du coup, si on sait que c'est un bâtiment qui forcément pour l'instant ne nous rapporte rien du tout, écoute, il y a envisager de le vendre. Ah, mais C'est pas dans les réflexions. je pense que, alors, si vous connaissez un peu le contexte cinématographique dans le pays, je ne vois pas demain quelle personne viendra nous acheter le cinéma pour en faire un cinéma. On a eu la chance, je vous assure, qu'on a eu la chance que lorsque l'exploitant précédent a capoté, on a eu cette entreprise Mégarama, qui est quand même la 5e entreprise de cinéma française, qui était intéressée par le cinéma de Louviers et puis le nôtre, puisque les deux étaient liés par le contrat qu'on avait avant, et qui sont venus s'intéresser à ce cinéma, avec le cinéma de Dieppe, puisqu'ils ont racheté d'abord dans un premier temps le cinéma de Dieppe, ensuite le cinéma de Louviers et nous. Mais, alors, oui, en effet, hein, on peut toujours se poser la question. Maintenant, je répète, si demain on décidait de vendre le cinéma, je ne suis pas sûr qu'on trouve un acheteur. Et je répète, la problématique c'est qu'il faudrait qu'on solde les prêts, parce que si ce n'est plus un cinéma, il faudra qu'on solde le prêt qu'on a envers ce bâtiment. Donc voilà, comment on fait pour payer. Et l'autre sujet, c'est, je pense que les élus de l'époque ont fait le choix de construire ce cinéma pour apporter le service de cinéma sur le territoire. Parce que si vous ne l'avez plus, c'est 10 km pour aller aux Andelys, c'est 12-15 km pour aller à Vernon, ou Louviers, ou Évreux. Après, alors, on peut toujours, hein, mais on en parlait ce matin, on a quand même un prix pour les habitants de Gaillon et Val d'Azé, de places de cinéma qui sont aujourd'hui à 5 €. Bah voilà, quand vous allez au cinéma dans les grandes villes, c'est pas 5 €, je suis désolé, c'est beaucoup plus. Hein. La programmation, depuis que le nouvel exploitant est arrivé, elle est quand même nettement meilleure. Voilà. Et je répète, hein, le choix politique des élus de l'époque de construire ce bâtiment pour garder le cinéma de proximité, et ben ce choix, moi je le défends encore aujourd'hui. Voilà. Et puis je répète, il nous reste donc 6 années grossièrement à payer à la fin du mandat qui est en route. Le bâtiment sera fini de payer. La charge pour les 2 communes va descendre énormément. Et il faut espérer qu'on ait toujours à cette époque-là un exploitant qui continue de faire vivre le cinéma. Hein. Enfin, moi, aujourd'hui, je le pense comme ça. Peut-être que les élus, dans les semaines et les mois qui viennent ou les années qui viennent, prendront un choix différent. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cinéma de proximité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller à Vernon, à Évreux, ou aux Andelys, ou à Louviers, au cinéma. Et puis, je répète, on n'est pas sur le même tarif. Quand vous allez à Évreux, bah, vous payez le prix de 2 places et demie de cinéma chez nous. Bon, bah... On est bien d'accord, justement, espérons que ça puisse voilà, encore servir à la population qui ne peut pas se déplacer loin et que ça survive au grand projet qui se fait à Vernon. Moi, oui, mais, non, mais vous savez, après, voilà, c'est la proximité, depuis que le projet de Vernon il est sorti, aussi, très bien, mais, depuis que le projet de Vernon est sorti, on en parle, parce que vous évitez que quand on a appris ça, on a même eu monsieur Le Cornu qui était ici, et on lui a dit enfin moi je lui ai dit en direct, ce que vous faites c'est dangereux pour nous, parce que déjà à l'époque l'équilibre financier du cinéma était compliqué, sauf que ça fait partie du choix politique que l'île de Vernon a fait, et je répète, aujourd'hui on a un tarif de cinéma qui est ce qu'il est, je ne sais pas ce que sera le tarif à Vernon, je ne sais pas, mais voilà, vous vous apercevez que dans toutes les villes autour de chez nous, le tarif n'est pas celui qu'on a. Voilà.
Aujourd'hui, les villes de Gaillon, Val d'Azé assurent autour de 10 000 places à l'année. Les habitants de Gaillon-Val d'Azé, avec les tarifs à 5 € assurent 10 000 places. La fréquentation du cinéma, sur les derniers chiffres que l'on a, on était plutôt à 35-40 000. L'équilibre financier du cinéma, c'est 55 000 entrées. 52 000. Ou 52 000. Voilà. Donc vous voyez qu'on n'y est pas. On n'y est pas. Mégarama, je sais que sur les 6 premiers mois qu'ils l'ont fait, ils ont perdu de l'argent. On doit avoir incessamment sous peu la présentation, enfin je ne sais pas, mais dans les mois qui viennent, le retour sur l'exploitation 2025. On va voir ce que Mégarama va nous présenter, mais je suis persuadé qu'ils vont encore être sur un budget négatif sur l'exploitation du cinéma de Gaillon. Voilà. On a un engagement sur les pertes qui génèrent Non, en l'occurrence, l'exploitant. C'est eux qui sont en charge de l'exploitation et c'est eux qui prennent en charge la perte. Les communes ne bougent pas le trou de l'exploitant. Voilà, pour être clair. Alors, c'est le principe de la DSP. L'exploitant s'engage avec il monte un projet, il réfléchit et il dit bah, c'est bon, moi j'y vais et voilà. Et donc c'est pour ça que je vous disais, la DSP s'arrête en 2029. Quiz en 2029 parce qu'on relancera une DSP. Et là, vous parliez tout à l'heure d'un repreneur, et là on verra si notre cinéma est porteur, on aura de nouveau des exploitants. Et si on n'en a pas, et ben, quiz de ce qu'on fera de ce bâtiment. Voilà. On aura à cette époque-là une réflexion tous ensemble à faire sur ce qu'on fait de ce bâtiment. Par contre, je pense qu'il y a un relais à faire au niveau des établissements scolaires, parce qu'au niveau du collège, j'ai beaucoup de mes collègues qui ont arrêté de faire collège au cinéma, alors que c'était 3, 4, 5 classes par niveau qui allaient au cinéma de manière régulière sur l'année, qui ne le font plus, parce qu'on a eu tellement de problèmes avec l'exploitant précédent, qu'on a dit stop, on arrête. Non, mais alors, c'est pour ça, l'exploitant d'aujourd'hui, il n'est pas du tout dans la même problématique que l'exploitant précédent. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez retourner au cinéma. Nous, dans les discussions qu'on a eues avec lui, ça fait partie des choses qu'il sait qu'il doit faire et qu'il veut faire. Parce que quand vous faites venir des enfants au cinéma par l'intermédiaire du collège ou des écoles primaires, évidemment que vous avez la chance qu'il y en ait certains qui reviennent pour d'autres choses que le film qu'ils viennent voir pendant la période scolaire. Donc retournez au cinéma. Si vous avez besoin d'un interlocuteur, n'hésitez pas, on va vous le donner. Mais retournez au cinéma parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et l'exploitant actuel, je vous le répète, qui est un grand groupe, ils ont des moyens qui sont bien différents de ceux qu'avait l'exploitant précédent. Parce que déjà moi, j'avais prévu pour les classes de 4e au collège en anglais, il y a un spectacle qui s'appelle This is England, où on montre en fait des films anglophones, et l'exploitation doit se faire là au cinéma. Je suis encore en attente du retour de l'exploitant précédent. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec l'exploitant précédent. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Le monsieur nous a fait faux bon et ça a fini cacahuète, je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, on a un nouvel exploitant qui, je pense, ne voit pas du tout les choses de la même façon. Rapprochez-vous aujourd'hui des nouveaux exploitants du cinéma et je pense que vous n'aurez pas du tout les mêmes problématiques que vous aviez avec l'exploitant précédent. Et je me ferai le relais auprès de mes collègues. Ah non, mais je vous assure, il n'y a pas photo. C'est vrai Il n'y a pas photo. On a fait stop, on a arrêté. Non, mais je contredirai pas ce que vous avez dit. Vous avez eu des problèmes et nous aussi. J'ai une de mes collègues en français qui avait prévu un film, ils sont arrivés, ils auraient mis un dessin animé. Oui, non, mais après, le problème de l'exploitant précédent. était content, on a prof de français beaucoup. Le problème de l'exploitant précédent était ses problèmes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, vous pouvez retourner au cinéma sans problème et vous aurez, je pense, satisfaction sur vos demandes. Il n'y a pas de question là-dessus. Merci. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, oui. Je voulais revenir sur Beaubourg. Nous avons eu des travaux. Vous avez fait mettre des plots pour passer. Ouais. Des plots pour ralentir, je pense. Je voulais savoir si ça était dans le budget 2026, 2025. Alors, d'abord, c'est l'aglo. C'est l'aglo qui gère la voirie, donc c'est pas nous. Vous avez vu qu'on avait depuis des années, enfin depuis des mois et des mois, des aménagements provisoires. Pourquoi ces aménagements provisoires? Parce que j'ai des habitants de la rue qui sont venus voir en me disant les gens roulent trop vite. Voilà, on a essayé ça. Voilà, ils sont venus me revoir en me disant ça va pas, mais ça n'empêche qu'on est resté sur ce sujet. On s'est adapté aux différentes habitations parce que ça pouvait gêner certaines personnes. Mais c'est l'aglo qui a pris en charge ces aménagements. Voilà. L'objet, c'est d'essayer, un temps soit peu, de faire ralentir les gens. Si ils ont envie de ralentir. Parce qu'on a des soucis avec le camion poubelle. Oui, mais aujourd'hui, il passe. Ah, il a beaucoup de mal. Il bloque la route et il a beaucoup de mal. Et je pense que, voilà, c'est ça. De quoi? Ça
ça klaxonne parce que les gens ne peuvent pas passer quand ils passent à cet Ah endroit-là. bah oui, mais ça, enfin non, mais attendez, enfin, voilà, mais malheureusement, il n'y a pas qu'ici. Hein. Toutes les rues, Quand vous êtes en ville, dans une rue en sens unique, et qu'il y a un camion poubelle et que vous êtes derrière, eh ben, voilà quoi. Non, mais ça fait partie de la vie de tous les jours, des inconvénients de la vie de tous les jours. Il y a d'autres rues dans la commune où quand le camion poubelle passe et que vous avez besoin de passer, bah, vous attendez que le camion poubelle fasse ce qu'il a à faire et puis qu'il dégage la route. Enfin, ça fait partie des inconvénients des petites rues ou des rues à sens unique. Hein, enfin, voilà. Il n'y a pas de visibilité de. Bah, si le chauffeur à un moment peut monter sur un trottoir et puis mais il y a un endroit de la rue Émile-Laguerre, c'est pas possible. Non, il y a des voitures qui Il y a se un garent. endroit en où fait, c'est pas possible. Il y a un moment entre les deux passages, les voitures sont garées et ça passe plus. Bah, ça fait partie des. Voilà, je suis désolé, mais ça fait partie de la vie. Le camion poubelle passe le vendredi matin. En l'occurrence, vous savez, parce qu'en général, il passe toujours à peu près à la même heure. Hein, à quelques minutes près, ils sont toujours à peu près à la même heure. Donc voilà, mais ça fait partie de. Là, sur le coup, il n'y a pas de solution. Merci. Bah écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.